Merci Jean-François d'être de retour dans la zone Country Rock que j'ai le plaisir d'avoir avec moi par l'entremise de la ligne téléphonique. Pierre-Paul Bézile Lacasse de Lacasse est associé encore une dernière fois pour 2024. On va se faire un plaisir de parler finances avec notre ami Pierre-Paul. Bonjour Pierre-Paul. Bonjour Denis. Hey Pierre-Paul, on va parler de sujets, on va poursuivre un peu sur les sujets qu'on a déjà faits parce qu'on a parlé de gens qui avaient des problèmes financiers, comment gérer un petit peu son budget, comment structurer un petit peu les choses alentour de nous, puis s'assurer que tout va bien en essayant de voir en avant, puis de corriger le tir. Mais il y en a qui n'ont peut-être pas besoin de corriger le tir tant que ça. Il y en a qui sont peut-être très confortables financièrement parlant, et c'est une bonne nouvelle parce que dans la vie, faut penser que la majorité des gens sont confortables. Ben, en fait, c'est ça. Il y a toujours, on a parlé de gestion budgétaire dans les dernières chroniques. On a parlé de quoi faire quand ça arrive pas. Mais là, on va parler un petit peu de quoi faire quand ça arrive. C'est ce qui est quand même le cas d'une partie de la population, on espère en tout cas. Évidemment, à partir du moment où notre budget arrive, là, il y a différentes écoles de pensée. Il y en a qui vont être plus dans l'optimisation, qui vont vouloir aller gratter le plus possible pour aller se mettre des économies. Il y en a qui vont vouloir faire des projets. Il y en a qui vont le dépenser à mesure aussi, en loisirs, là, que ce soit en restaurant, en activité, ce qu'on veut. Tu sais, tout ça est très valable. Je vais parler évidemment un peu plus de la partie objectifs financiers, parce que souvent, quand on a assez d'argent pour couvrir nos besoins de base, là, les gens se demandent qu'est-ce qu'on fait avec ça. Fait que le premier enjeu, là, c'est de s'asseoir et réfléchir à c'est quoi qu'on veut avec notre vie. Là, on est très macro, mais qu'est-ce qu'on veut comme objectif? Qu'est-ce qu'on veut comme objectif financier, évidemment, c'est ce qu'on je vais parler aujourd'hui. Pour être capable d'établir ça, ce que je recommande toujours, moi, c'est de le découper en morceaux. Parce idéalement, on veut un objectif à long terme, là, qui peut nous faire rêver. C'est ça le but d'un objectif à long terme. Donc, un gros projet ou une autonomie financière ou peu importe, quelque chose qui va nous stimuler. Quand je parle d'autonomie financière, là, c'est parce qu'il y a des gens qui disent mais ça peut pas être assez stimulant d'être autonome financièrement. J'aime ça démentir ce bout-là parce que personnellement, moi, c'est ça que je vivais. C'est un des objectifs à long terme que j'avais, c'était de dire je veux être indépendant pour pouvoir faire les choix que je veux. Et ça, pour quelqu'un en affaires, c'est une grande richesse d'avoir cette indépendance-là parce que ça permet de ne pas être obligé de dire oui à des choses que tu veux pas. Ça permet de ne pas être obligé de dire oui à un employeur qui te convient pas. Et ça permet de faire moins de compromis sur tes valeurs. Et souvent, quand on arrive financièrement, l'étape suivante, là, c'est d'être capable de vivre ça, mais dans le cadre de nos valeurs, puis d'être confortable, puis de pas de devoir faire toutes sortes d'acrobaties mentales pour justifier ce qu'on fait. Donc, d'avoir des objectifs à long terme, c'est super important. Moyen terme, court terme. Puis quand je parle de durée de fixation d'objectifs comme ça, là, pour les objectifs court terme, je recommande toujours aux gens d'avoir quelque chose qui est une petite bouchée tellement simple, facile et facile à atteindre que la personne va vivre des réussites constamment. Parce que si notre objectif à court terme, il est trop... on veut, exemple, je vais dire n'importe quoi, là, ramasser 200 $ par mois, mettons, mais que c'est pas nécessairement viable dans le budget, puis que un mois on réussit pas, on va se retrouver dans une situation où c'est plus dur quand on a des échecs. Les échecs nous frappent plus fort que les réussites. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre de l'être humain. Fait qu'il faut s'arranger pour vivre des réussites, pour être motivé à continuer dans une direction. Donc, les objectifs à court terme, ça devrait être atteignable, je dirais, là, 90% du temps. La difficulté va venir, on veut maintenir cet objectif à court terme-là, donc on veut être constamment stimulé pour nous diriger vers notre objectif à moyen terme et même éventuellement pour notre objectif à long terme. Je vais mettre juste une parenthèse que je vais amener, parce que quand on dit qu'on est confortable financièrement parlant, ça ne veut pas dire qu'on n'a aucune dette, là. Ça veut dire qu'on rencontre toutes nos dettes. Oui, ça veut dire que on peut avoir une hypothèque sur notre maison, on peut avoir un financement sur notre véhicule, on peut avoir un financement sur un 4 roues, un skidoo, peu importe quoi, et que ça rentre dans le budget. Idéalement, évidemment, quand on dit que quelqu'un a des finances bien équilibrées puis que ça fonctionne, la personne ne devrait pas avoir de dette sur une carte de crédit à du 20%, par exemple. Ouais. Sinon, là, on est plus dans les stratégies qu'on a parlé dans les autres, là, dans nos autres chroniques. Donc là, moi, je parle de gens qui peuvent avoir des dettes, peuvent avoir des paiements, mais souvent, ça va être des dettes sur des actifs.
Donc ça, c'est normal d'avoir ce genre de dette. Un véhicule, une résidence, un chalet, des choses de même, là, ou un terrain. Oui, à partir du moment où ça rentre dans le budget, tu sais, on a un actif qui va nous durer à moyen ou long terme. On a des dettes reliées à cet actif-là et le paiement des dettes puis le paiement de nos obligations rentrent dans notre budget. C'est parfait. Puis idéalement, on a même, là, dans notre dernière chronique, on parlait, il y a un 10% qu'on devrait avoir pour de l'épargne. Puis il y a un 10% qu'on devrait avoir pour la gestion des imprévus. Donc, le 10% de l'imprévu, là, on va le dépenser. Là. C'est pas de l'argent qu'on économise, mais c'est de l'argent qu'on se met quand même de côté quand on avance dans la vie pour être capable de pallier à un imprévu. Comme je dis souvent, là, c'est un bris de voiture, un enfant malade qui nous empêche de travailler pendant une certaine période. Ça peut être un mariage, il faut se déplacer à Montréal, puis ça, il y a des coûts rattachés à ça. Donc, ça, c'est des imprévus qu'il faut avoir de l'argent disponible pour ça pour pas être sur la carte de crédit. Donc ça, c'est ça quelqu'un qui est on va dire en bonne santé financière. Une fois qu'on a dit ça, ben les objectifs, on a parlé de court terme, moyen terme, long terme, il y a un principe qui est utilisé. Il y a plein de façons de fixer les objectifs, mais moi j'utilise la fixation d'objectifs SMART, S-M-A-R-T. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Ça, je ferai pas trop je m'écarterai pas trop là-dessus parce que sur Internet, il y a des tonnes de renseignements là-dessus pour les gens qui s'intéressent. Vous pouvez aller le voir, c'est quoi qui est un objectif SMART. Et ultimement, ben la fixation d'objectifs, en quoi c'est primordial. Il y a une expression qui dit en anglais « Aim at the sky, you might get some stars ». Vise le ciel et tu risques d'attraper des étoiles. Ben, c'est ça le principe. En fait, ce qu'on veut créer, c'est que si on a un objectif, même si cet objectif-là change dans le temps, même si cet objectif-là, finalement, on l'atteint pas tout à fait ou on a un objectif 5 ans, puis finalement, après 2 ans, on se rend compte « Ouais, mais finalement, je ferais plus ça à la place ». Ben, c'est pas un problème. En fait, c'est qu'on a fait un objectif dans une direction et on s'en va vers là. Donc, le fait de s'en aller dans une direction, ça nous donne déjà des outils pour atteindre, ça nous met en action. Ça veut dire qu'on va prendre des moyens, on va se mettre en action pour avancer vers cet objectif-là. Et même si notre objectif varie, change, bouge un petit peu dans le temps, ben ça ne fait pas que c'était pas valide, puis c'était pas une bonne idée, parce que les gens, typiquement, qui n'ont pas d'objectif, ben tournent en rond, n'accumulent pas de patrimoine parce qu'ils n'ont pas vraiment d'objectif pour en accumuler. Et des fois, ben ça vient avec une certaine détresse psychologique aussi, parce que les gens qui vivent un petit peu plus dans le chaos, sans objectif, sans fil conducteur de leur vie, ben ont plus de difficultés à s'orienter. Donc, le but d'un objectif, c'est pas juste de l'atteindre, c'est aussi de s'orienter. Puis c'est beaucoup le chemin qu'on va parcourir vers l'atteinte de l'objectif qui est important, plus que l'objectif en tant que tel. OK. Ça veut dire que là, quand on a un objectif, on garde ça. Mais là, ça va changer, ça, dépendant de l'âge qu'on a également. Tout jeune, on peut en avoir. À un moment donné, on vieillit, les actifs sont là, tout est là. Les dettes, théoriquement, devraient baisser légèrement. Ça veut dire qu'on va mettre un target différent à ce moment-là. De toute façon, oui. La durée de vie active diminue en avançant, en théorie, également. Oui, puis c'est pas juste, tu sais, les objectifs financiers sont pas juste au niveau de croissance, ils peuvent être au niveau de sécurisation du capital, exemple. Tu sais, parce que quand on va avancer en âge, on veut moins de rendement, on veut plus de la sécurité, parce qu'on veut être capable de, si jamais on a de l'argent à sortir, ben qu'elle soit pas impactée par le dernier mot du jour, la dernière augmentation de taux d'intérêt qui fait que les actions baissent, le changement de président qui fait qu'il y a de la variation au niveau des placements. Tu sais, on veut être moins impacté par des changements comme ça de la vie. Donc, c'est pour ça que c'est important, puis je me dirige avec ça, avec mon prochain point. Quand on veut fixer des objectifs financiers, ça nous prend un planificateur financier ou un conseiller en valeur mobilière qui va gérer avec nous, qui va nous faire une planification de retraite pour établir nos objectifs financiers, qui va normalement tenir compte de nos objectifs de dépenses. On veut-tu faire des voyages? On veut-tu gâter nos enfants, nos petits-enfants? Est-ce qu'on a des achats qu'on veut faire, des déménagements qu'on veut faire? Peu importe. On veut-tu se promener en VR pendant 1 an? Chacun a ses objectifs, mais ça, il faut que ça soit rentré dans un plan qui s'inscrit, qu'on fait avec un planificateur financier et un plan de décaissement, parce qu'il faut structurer nos placements qu'on a, on va les décaisser de quelle façon? Comment on va optimiser la régie des rentes? Comment on va optimiser les montants qu'on va recevoir du gouvernement? Et ça va dépendre
de notre âge, va dépendre de l'argent qu'on a, va dépendre de notre espérance de vie, puis va dépendre beaucoup de nos projets. Donc, j'ai beau parler des grandes lignes aujourd'hui, mais il faut que les gens aient un plan ciblé pour leur situation. Évidemment, moi, j'ai tendance à recommander des gens, des conseillers financiers qui vont être indépendants, donc qui ne seront pas dans une institution. Les gens vont souvent aller dans les institutions, là, dans les banques, les caisses pour leur planification financière. C'est malheureusement, c'est parce que les placements de ces institutions-là sont limités. Parce que si on est dans une banque, bien évidemment que les placements qui vont nous être suggérés, c'est des placements de la banque. Ça ne sera pas des placements qui vont être les meilleurs sur le marché, parce qu'on ne peut pas avoir à un seul endroit les meilleurs placements pour notre profil. Ce qu'on va avoir, c'est à plusieurs endroits, on va être capable d'aller chercher les différents placements, les différents fonds communs, les différents fonds distincts. Il y a plein de produits qui existent, des produits d'assurance qui vont nous permettre de rencontrer certains objectifs aussi, exemple de payer l'impôt à la retraite ou de faire une planification financière pour laisser plus d'argent à nos héritiers, si c'est un de nos objectifs, toujours dépendamment de la personne. Fait que cette rencontre-là avec un planificateur financier indépendant, pour moi, elle est primordiale. Elle doit se faire pendant qu'on est idéalement là 30-40 ans. Là, on veut avoir un plan, on veut savoir où on s'en va. Notre vie, normalement, là, commence à se tracer un peu plus dans ces âges-là. Évidemment, si on commence plus tôt, c'est tant mieux, là. Et si on commence plus tard, ben c'est mieux que rien. Donc, il y a pas d'âge maximum pour régler ça. Mais ça nous prend un planificateur financier qui va être capable d'évaluer les différents impacts, aussi notre capacité à encaisser la fluctuation des rendements. Les gens qui sont capables d'encaisser beaucoup de fluctuations vont faire beaucoup plus de rendement, mais vont vivre des hauts et des bas, vont faire 20-25% une année, puis peuvent en perdre 15% l'année suivante. Ça, c'est pas tout le monde qui est capable de gérer ça. Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont capables, qui vont dire oui, moi du risque, je veux du rendement, mais la journée où ça baisse, ben là, ils vont se sécuriser en prenant des CPG ou en prenant des valeurs, des obligations. Ces gens-là ne devraient pas être dans le risqué parce qu'ils sont pas capables de le gérer émotionnellement. Donc, soit les gens, faut qu'ils apprennent à se réguler émotionnellement, ce qui est très compliqué, ou ils doivent être dans des placements plus sécuritaires. Et tout ça doit être analysé par le planificateur financier et on peut pas se comparer. Malheureusement, les gens se comparent souvent. Ouais, mais là, mon voisin il a fait 15% de rendement cette année, moi j'ai fait 8%. Oui, mais est-ce que tu avais le même niveau de risque? Quel genre de portefeuille que tu as? Les gens ne pensent pas à ça comme ça. Quand les autres, ça va bien, ils veulent que ça aille bien eux aussi. Puis quand les autres, ça va mal, ils veulent qu'eux, ça aille pas mal. Donc, maintenant, on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Ouais. Donc, il faut s'assurer que on se compare à nous-mêmes, qu'on évalue, qu'on est conscient aussi que notre niveau d'accumulation dans notre vie va dépendre de plusieurs facteurs, va dépendre des risques qu'on a pris. Est-ce qu'on a été en affaires ou est-ce qu'on a été salarié? Va dépendre de notre éducation. Est-ce qu'on a une maîtrise, puis on est allé faire des études pendant longtemps, puis on est allé créer une expertise particulière qui fait qu'on va se démarquer puis qu'on va gagner plus de revenus, ou est-ce que on est allé chercher un métier qui est très rémunérateur, qui est très porteur, puis on a commencé à travailler jeune, puis on a économisé. Il y a plein de facteurs. Combien d'heures par semaine on a travaillé, tu sais. C'est démontré que quelqu'un qui fait à peu près 10% de temps de plus que les autres en termes de travail va aller chercher 40% de plus de revenus. Donc, les gens qui sont capables de travailler 45 heures semaine toute leur vie vont pas juste faire un équivalent de 5 heures de plus. Ils vont être plus en avant pour des promotions. Ils vont être plus en avant pour de l'apprentissage plus rapide. Donc, ils vont devenir meilleurs plus vite. Donc, ça, c'est des choix de vie. Et c'est pour ça qu'il faut pas se comparer aux autres. Si on fait le choix de travailler 35 heures semaine toute notre vie, ben on peut pas se comparer à quelqu'un qui en a travaillé 40 toute sa vie. Pas juste pour une question d'accumulation de richesse, mais c'est qu'on n'a pas la même vitesse d'assimilation de ce qu'on pratique. Donc, la compétence, ça paraît quand on met plus d'heures dans quelque chose. Et ça, c'est vrai partout. Donc, il y a trop de facteurs. Fait que la morale de l'histoire, c'est pas trop se comparer à soi-même, se trouver un plan et se fixer des objectifs. Voilà. Pierre-Paul, c'est déjà tout le temps qu'on a, et là, on aurait pu étirer ça encore longtemps. C'est la dernière fois qu'on se parle pour 2024, la période des fêtes s'en vient. Moi, j'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes à vous et votre famille et votre équipe également. Avec le boulot que vous faites, c'est exceptionnel, alors on l'apprécie beaucoup, donc on espère que vous allez vous reposer durant le temps des fêtes. Merci beaucoup, Denis. On espère se reposer aussi. Merci à toi, puis merci à tes auditeurs aussi de nous suivre. Bon temps des fêtes, profitez-en bien avec les gens que vous aimez, puis c'est vraiment une période où faut prendre le temps de se ressourcer pour être prêt pour foncer dans 2025. Génial. Merci beaucoup, Pierre-Paul, et on se donne rendez-vous en 2025.